Bonjour. Je dis pas que j'ai la réponse à toutes les questions sur l'existence et l'origine de l'univers, mais on va se pencher sur quelques-unes de ces questions-là ensemble. J'espère simplement piquer votre curiosité. Tout ce que j'ai mis, j'ai du stock vraiment rare. J'ai des affaires qui viennent de sources et d'archives difficilement trouvables. Il y a d'autres choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je le sais pas. Je le laisse imaginer par vous. J'espère piquer votre curiosité et que vous allez vous-même explorer un peu les facettes cachées de notre existence. Des fois, je vais avoir des photos de textes qui défilent très vite. N'hésitez pas de faire pause pour lire si vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à comparer mes trouvailles avec le reste des sources sur Internet. On va parler des origines de tout. Ouf, ça va être fucké, je te dis. D'un point de vue scientifique et mythologique, qui vont venir renforcer quelques théories que je vais parler ici avec vous. J'ai vu des spéculations scientifiques qui disent que la Terre aurait été créée il y a 4,6 milliards d'années avec un impact d'un autre exoplanète nommé Théa. Puis la Lune serait un fragment de cet impact. Ce qui est intéressant, c'est dans la mythologie sumérienne, le dieu Marduk qui affronte Tiamat. Il dit quand il tue Tiamat, dans le fond c'était la création des dieux. Tiamat, parfois présenté en serpent aquatique, parfois en monstre à quatre pattes. Dans un combat contre Marduk, qui la sépare en deux, avec une partie il façonne le ciel et avec l'autre partie il fait la terre. Cette mythologie-là est très intéressante puis elle prend du sens quand on la visualise d'un point de vue astronomique. Marduk séparant Tiamat pour faire la Terre et la Lune. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller scanner une autre période historique, accepter des historiens. Selon tout le consensus scientifique, 66 millions d'années avant, au moment où la Terre était au plus chaud, étant donné qu'il n'y avait aucun glacier sur la planète, le règne des dinosaures et toutes les grosses créatures s'apprêtaient à prendre tragiquement fin, dû à la chute d'astéroïdes qui arriva soudainement, sans prévenir, l'extinction soudaine de la masse de 3/4 de la toute population. L'astéroïde qui arriva comme une aiguille dans un ballon, déchirant l'atmosphère. L'impact s'est fait entendre jusque l'autre opposé de la planète. Grosseur du mont Everest, soit 10 km, pesant 460 trillions de tonnes, voyageant à 20 km/s. L'impact directement dans la péninsule du Yucatan, formant le cratère de Chicxulub. Et si l'impact n'avait pas eu lieu à cet endroit précis, la vie aurait été complètement différente sûrement à l'heure où je vous parle. Si c'était une affaire de hasard, les probabilités que ça tombe là étaient minces. C'était directement dans un gros dépôt de soufre naturel. Ça s'est dispersé dans l'atmosphère au travers de pluies acides. Comme des centaines de bombes nucléaires creusant dans la croûte terrestre. Un soleil en surface sur la planète. Le point d'impact, grande zéro. Tout ce qui était à proximité a été instantanément vaporisé. À l'origine, le cratère aurait laissé 100 km de diamètre pour 30 km de profondeur de trou d'impact. Maintenant, ça se calcule à 13 km de largeur pour 20 km de profondeur. Toute végétation et forme de vie dans les environs brûle. L'air devient saturé de monoxyde. Une telle force kinétique perce la croûte terrestre et résonne violemment sur les plaques tectoniques, causant des tremblements de terre gigantesques ressentis d'un bout à l'autre du pays. Des pluies de météores qui s'étaient fragmentées dans l'atmosphère continuent de pleuvoir sur les dinosaures qui courent dans toutes les directions, ne sachant pas où aller et ne comprenant pas ce qui se passe, tandis que l'air brûle autour d'eux. Des tsunamis de 6 étages qui balaient tout sur leur passage, du Pacifique à l'Atlantique, partout sur le globe. Tout ça sous une symphonie orchestrée de destruction causée par les catastrophes naturelles, une à la suite de l'autre et simultanément.
mettant la planète et toutes les espèces en grand péril, et forçant les rares survivants à se trouver un abri, modifiant le niveau des océans. Ce qui était au-dessus est en dessous, et ce qui était en dessous devient au-dessus. Et l'atmosphère qui brûle, mais tout ça c'était la phase 1. 5 minutes après l'impact, toute la poussière, des débris, des roches, du sable, tout est remonté dans l'atmosphère, s'est mis à brûler et retombe au sol sous forme de pluie, de lave et de magma. 10 heures après l'impact, l'air est difficilement respirable. La pluie de feu continue. Des colonnes de fumée et des nuages noirs qui commencent à se former dans le ciel. Mais toute la fumée créée couvre l'entière totalité du ciel, couvrant les rayons du soleil, empêchant la photosynthèse des plantes. L'oxygène devenu très rare, la survie des gros animaux maintenant menacée. Plus de photosynthèse, plus de phytoplancton. La nourriture devenant de plus en plus rare à trouver. Avec la disparition des plantes et des coraux, l'oxygène est devenu maintenant une denrée précieuse. Les herbivores tombent et les carnivores n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Les rayons du soleil obstrués, un nouvel air glaciaire permet un renouvellement de la biodiversité, mais change la planète à jamais. Maintenant, d'où vient l'homme? D'après la théorie de l'évolution, Charles Darwin, est-ce vraiment crédible un singe qui évolue au fil du temps pour devenir l'homme? Théorie seulement acceptée depuis 1859 qui tente d'expliquer le chaînon manquant, mais balayant du revers de la main mythologie et religion vieilles de millénaires. La science moderne a pu prouver que Homo sapiens ne descend pas de Néandertal, que c'est deux espèces à part qui ont cohabité ensemble, probablement guerroyés. Homo sapiens a peut-être participé à l'extermination de Néandertal. Par couche fossile au carbone 14, on peut voir que les deux espèces se sont retrouvées dans les mêmes époques, donc il n'y a pas une affaire d'évolution entre les deux. Un fait pertinent sur notre espèce, on est les seuls à avoir beaucoup de douleur quand les femmes accouchent. Quand notre espèce s'est redressée pour marcher debout, devenir bipède, il y a 2 millions d'années, ou si notre cerveau faisait 600 cm3, maintenant il en fait 1500. Solution biologique, naître prématurément quand le crâne est encore petit. C'est pour ça que l'humain, on a besoin longtemps de notre mère. On n'est pas capable de marcher, de manger, de rien faire, contrairement à toutes les autres espèces. On peut donc pas se baser sur seulement une seule de ces théories-là. Mais quand on se penche sur plusieurs de ces mythologies et religions, c'est là qu'on voit que les points en commun. On va maintenant regarder ces points en commun. La création de l'homme. Dans tous les mythes et religions, autant qu'ils sont en opposition, tous s'entendent sur le même point, l'homme a été créé par Dieu. Si on se penche là-dessus, l'homme a été créé par Dieu au singulier dans les religions monothéismes comme le christianisme, l'islam. Des dieux avec tous des noms différents, mais relatant souvent des mêmes exploits et des mêmes dogmes. Ce qui est intéressant, si on se penche, exemple, sur le dieu Ahura Mazda, qui, avant la chute Persépolis, qui est maintenant l'Iran, Ahura Mazda pouvait facilement passer pour Zeus. Zeus, dans la mythologie grecque, quand on regarde ça, son père, Cronos, qui était un titan, voulait l'avaler. Il avalait tous ses enfants, apparemment. Bon, dit de même, ça a l'air d'un gars bien sympathique, mais on va essayer de le voir autrement. Si on regarde d'un point de vue cosmologie, astronomie, Zeus était la planète Jupiter et Chronos la planète Saturne avant les Romains. Les Grecs avaient donné ces noms-là aux planètes, mais les Romains ont tout changé les noms. Saturne étant une géante gazeuse, c'est possible qu'elle ait avalé d'autres planètes. Maintenant, dans la mythologie grecque, est-ce que c'est ça qu'ils ont tenté d'expliquer sous forme de métaphore?
Saturne est aussi la seule planète dans notre système solaire à posséder un anneau de débris. Des planètes portant le nom des dieux anciens, décrivant des collisions cosmiques du passé. Si on regarde du côté des Sumériens, l'homme a été créé par les Anunnakis, qui avaient besoin des hommes pour travailler à leur place, extraire de l'or, entre autres. D'après certains, les Anunnakis seraient venus sur Terre il y a 446 000 ans. Le premier endroit qu'ils ont créé s'appelait Éden. Ça rappelle quelque chose, hein, dans la Bible, ça. Aussi, d'ailleurs, un des hommes créés par les Anunnakis dernière génération s'appelait Adamu. On s'entend que c'est pas mal Adam comme nom. Dans les textes anciens, les premiers hommes étaient incapables de se reproduire. C'est issu d'hybrides de troisième génération qu'ils ont été capables de les faire se reproduire. Et auraient modifié les hommes pour travailler dans les mines d'or. C'est une des raisons qui explique certaines théories, autant science-fiction et farfelues que ça semble. Pourquoi que l'homme a un attrait pour l'or comme ça? Même d'un peuple à l'autre, ceux qui se côtoyaient pas, qui se sont jamais croisés, historiquement rencontrés, tout le monde avait une attirance par l'or. Est-ce que c'était un attrait génétique quand on a été créé? Les Anunnakis seraient repartis v'là 6000 ans. Et dans tous les mythes et religions, des dieux qui engendrèrent des demi-dieux, des anges, tout revient. Mais une autre des théories qui revient, les premiers hommes ainsi créés étaient pervers et belliqueux. Ainsi, Dieu a voulu les exterminer en choisissant un autre gène porteur humain. Dans la Bible, on va parler de Noé, le déluge. Chez les Sumériens, c'est l'arche de Gilgamesh, qui est représentée à la place par un cube et non un bateau. Mais le bateau, on le retrouve aussi chez les Hindous. Dans les textes sanskrits, c'est Manu. D'ailleurs, human, mankind, ça vient du vieux mot sanskrit, Manu. Manu qui décrit sa rencontre avec le dieu Vishnu sous forme de poisson, Matsya, son avatar. Quand il sauve finalement le poisson en le remettant à l'eau, le pêcheur, le poisson décide de choisir Manu. Il dit que les races d'hommes sont mauvais, ils vont être éliminés, donc il faut qu'ils construisent un bateau avec chacun des espèces animales en deux, un mâle et femelle, pour pouvoir comme les sauver ces espèces-là. On retrouve ça dans la Bible, on retrouve ça chez les Sumériens et chez les Hindous. Cette même histoire-là, qu'il faut qu'il y ait une espèce de chaque. Bon, dans la Bible, le bateau est en bois, il s'en va sur l'eau, puis ainsi de suite. Chez les Sumériens, la Genèse d'Eridu, qui serait une transposition du déluge d'Atrahasis, ainsi que le récit L'épopée de Gilgamesh. Le déluge d'Atrahasis me rappelle d'une certaine façon dans la mythologie viking, quand Ymir le géant s'est fait tuer par Odin. Le sang qui a coulé aurait noyé tous les géants, sauf son petit-fils Bergelmir qui s'était construit une barque, puis qui aurait survécu. Une autre histoire qui parle de déluge, qui se ressemble. Bergelmir, tout comme petit-fils d'Ymir, est aussi le nom d'une lune donnée à Saturne. On retrouve le grand déluge chez les Toltecs et chez les Aztèques. Surprenamment, on retrouve aussi le récit de Adam et Ève sous le nom Sipactonal. Retournons du côté du récit sanskrit. Manu, quand il retourne avec le bateau rempli à bord de passagers, le poisson se met à voler. Puis bon, ok, le bateau s'envole dans le ciel. Ok, nice. Tandis que le Gilgamesh, le cube, on n'en sait pas trop plus que ça. Mais reste que l'histoire vient d'un déluge qui sauve des espèces. Est-ce que l'arche en question aurait pu être comme les arches modernes qu'ils construisent en ce moment pour assembler des banques de DNA?
Ils ont réussi à prouver le déluge par études géologiques, mais l'arche, elle, ça a-tu vraiment eu lieu, cette histoire-là? Il y a beaucoup de chercheurs en 1952, en 1975, qui ont cherché des preuves de l'arche. Ils pensaient l'avoir trouvé en 2010, et là, ils sont certains de l'avoir trouvé à 99,9% des nouvelles études, à 4000 mètres d'altitude, des morceaux étudiés au carbone 14 qui ont vraiment 4800 ans. La structure de bois trouvée sur le mont Ararat, comme ça, avec aucune civilisation proche, laisse vraiment croire aux chercheurs qu'à 99,9% sont certains qu'il s'agit bien de l'arche. Présentant un intérieur vaste et compartimenté en plusieurs sections pour mettre des animaux. Maintenant, s'ils ont réussi à prouver l'histoire de l'arche de Noé, attendez de voir la suite, les autres choses étranges qui vont être révélées. Mais regardons maintenant du côté des civilisations qui ont réussi à s'établir par la suite et construire des monuments, des villes, qu'on puisse ensuite étudier leur histoire. Un site intéressant qui a été trouvé en Turquie, Göbekli Tepe. Ce site-là, avec des puits, des milliers d'outils, il faisait les céréales, fabriquait la bière, cultivait. Ça serait probablement la première étape de la sédentarisation lorsque les chasseurs-cueilleurs se rencontraient, faisaient du social. Ils ont réérigé ces monuments-là. On peut dire que c'est comme, pas la première ville, mais les premiers bâtiments qui montrent la sédentarisation de l'homme, qui remet en question bien des points, bien des choses. Sans socialisation, il n'y aurait pas eu de sédentarisation, il n'y aurait donc pas eu de monuments et de ruines qu'on puisse étudier l'histoire. 12 000 ans, ça reste quand même 7 000 ans avant Stonehenge, ou 7 500 ans avant la pyramide de Khéops. Situé à pas moins de 800 mètres en hauteur, le site était presque entièrement enseveli. Allons maintenant du côté du Pérou, en Amérique du Sud, à Cusco, Sacsayhuaman. Ces ruines-là, ils les appellent les roches vivantes. On dirait qu'ils ont été coulées une dans l'autre. Et il y a une méthode qui est encore inexpliquée. Est-ce qu'ils ont été montés une sur l'autre, les roches, ou ils ont été moulés, assemblés, comme fondus? L'étude de leur composition chimique a posé des questions à la place de donner des réponses. Dans la carrière où les pierres auraient été prélevées, il y a des traces de micro-organismes et de sédiments, mais sur le site lui-même, aucune trace de micro-organismes conclut l'échantillonnage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le site est situé à 3500 mètres d'altitude. Il n'y a pas vraiment d'arbres proches, donc ça aurait été très complexe fabriquer ça avec des roches mégalithiques comme ça, de méthode de bio de bois ou pour rouler ça. Il y a une méthode qu'on ne connaît pas encore qui a été utilisée pour soulever et fabriquer ces roches-là, surtout à l'endroit que ça a été fabriqué. Ça résiste au tremblement de terre, ça résiste à n'importe quoi, la façon que les roches sont encavées l'une dans l'autre. C'est pour ça qu'ils les appellent les roches vivantes, parce qu'ici, il y a un tremblement de terre, les roches, ils vont comme bouger, se replacer. Les fameuses roches, tantôt rondes, tantôt bien droites, avec des trous ou des excroissances. Ces excroissances-là, mystérieuses dans la pierre, on les retrouve un peu partout sur la planète, en Égypte, en Chine, en Inde. Personne ne sait vraiment l'utilité de ça. Quand les conquistadors sont arrivés à Sacsayhuaman, ils ont dit que seule la magie noire avait pu réaliser des projets comme ça. Des pierres qui pèsent de 10 à 100 tonnes chaque à ces hauteurs-là. Aucun homme aurait pu les installer comme ça. Ils ont vraiment des formes uniques qui rentrent une dans l'autre à précision laser. On peut bien voir nettement définies les deux architectures différentes entre les Incas et les pré-Incas sur le site de Sacsayhuaman. Même chose à Machu Picchu. Allons maintenant du côté de l'Italie, à l'acropole de Alatri.
Ce qui est intéressant là-bas, c'est de constater, de voir l'architecture qui est le même type de construction des roches vivantes de Saxo-Yaman. Des roches encavées une dans l'autre avec des formes vraiment irrégulières. Alatri, qui est sur la frontière étrusque, qui est le pré-romain, la civilisation pré-romaine d'Italie. Les Étrusques, on peut dire que Rome a tout copié, a tout utilisé d'eux autres. Les points de vue militaires, leur construction, les types d'architecture, tout vient des Étrusques. Il y a aussi les murs cyclopéens en Grèce, à Delphi, qui représentent les mêmes caractéristiques. Pour moi, l'architecture la plus spectaculaire reste sans aucun doute les temples hindous et bouddhistes, comme le temple hindou de Kailasanatha dans la grotte d'Ellora, un temple dédié à Vishnu et Shiva, un temple sculpté d'un seul bloc, à même la montagne, formant un ensemble de 34 monastères. Il est par contre difficile de dater son origine, sa construction, puisque les érudits n'ont pas laissé de documents. On estime à environ 700 de notre ère. Maintenant, comment les explications logiques pour avoir coupé la montagne à flanc comme ça, avec une précision chirurgicale, on voit bien des fois des traces d'outils laissées au travail d'architecture, des traces d'outils qui font vraiment penser à des lames de ciron, d'exemple. Mais là, on parle pas de ciron même, on parle de quelque chose qui serait pas mal plus high-tech, j'ai l'impression. Une découpeuse laser ou plasma. Sans être trop science-fiction, mais ça reste quand même ça l'explication la plus logique. L'histoire, les cultures, les bibliothèques, ça a toujours été effacé au travers des conquêtes historiques. Les hommes, ils voulaient être certains d'être celui au pouvoir, ou quand les religions monothéistes sont arrivées puis tout ça, en voulant forcer une seule affaire, ils effaçaient toutes les autres, ils effaçaient toutes les autres cultures, tous les autres livres sacrés, pour garder un seul Dieu, une seule croyance. Fait que les histoires des géants, de l'ancien monde, des Liviens, tout ça, tout est effacé au profit des hommes qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, pour expliquer la plupart de ces constructions-là, il reste seulement théorie et spéculation. La réponse doit être cachée dans un livre, dans la voûte du Vatican ou quelque part comme ça. Ils ont même demandé à des architectes des plus grosses compagnies s'ils pouvaient refaire certaines de ces constructions-là. Aucun pourrait... des contrats, là, comme lever certains de ces blocs-là, des blocs de 100 tonnes, quand on regarde les blocs de Baalbek en Irak, où aucune grue à l'heure actuelle serait capable de bouger ces blocs-là. Puis on n'a pas non plus les découpeuses laser ou plasma pour travailler la pierre comme ça, à flanc la montagne. Fait que on parle de construction avant, mais qui était plus technologiquement avancée. Le temple de Tanjore, une autre merveille fascinante. Il y a un bloc de granit d'une seule pièce de 80 tonnes qui est monté au sommet. En plus, le toit il est fait creux. Donc, il y a beaucoup de questions comment que ça a pu être fait. Il y en a qui disent une rampe qui faisait 6 km en sable pour pousser le monument. Mais reste qu'il a tenu 1000 ans debout. Un trait unique aussi de Tanjore, c'est qu'il projette aucun nombre. Fait que non, c'est pas dû au hasard, ce genre de choix-là de construction. J'ai entendu une théorie aussi avec une sorte de satellite imprimante 3D qui pourrait façonner des buildings comme ça. Si on regarde la légende de Angkor Wat, qui dit que ça a été bâti en une nuit, construit par les Khmers pour le dieu hindou Vishnu, il a été converti au 12e siècle aux bouddhistes. Au travers le temps, les millénaires, toutes les constructions se sont dissous,
mais seule la roche a persisté. Les monuments comme ça, en pierre, regardez comment ils ont pu quand même couper la montagne avec des facettes, des angles droits. On dirait des gros garages, des pistes d'atterrissage à certains endroits. Il y a des... Je veux pas m'avancer sur aucune théorie, là, mais qui a pu bâtir tous ces monuments? Quand on regarde les dieux, comment ils sont arrivés, ou les monuments qui sont érigés, ça fait drôlement penser à quelque chose de familier. Une navette d'atterrissage, des tunnels dans la roche, dans les montagnes comme ça. Il y a des villes complètes comme Derinkuyu en Turquie, qui fait 13 étages de profond, assez pour abriter 100 000 personnes dans le confort avec des animaux. C'est des constructions avec des techniques qu'on n'a pas aujourd'hui. Je pense que dans le grand récit final, tout est interconnecté. C'est pour ça que je parle de ça maintenant. Aussi, quand ils creusaient comme ça, c'était pas avec des lampes torches. L'électricité est prouvée qu'elle existait. Des batteries Bagdad, des batteries perses, des glyphes qui semblent montrer des ampoules électriques, des angles de murs parfaitement droits au laser qui auraient été impossibles à faire au piolet à la lampe torche. Les anciens bâtisseurs, ils faisaient ça en plus artistique. C'était souvent taillé dans la pierre comme ça, l'art dravidien qui remonte à très loin dans les Védas, en tout cas. Là, si on regarde l'histoire des Aryens, les Dravidiens. Mais je ne m'avancerai pas là-dedans. On va plutôt aller regarder une autre sorte d'architecture vraiment fascinante. Il y en a qui pourraient dire que ça serait les monuments les plus anciens, en tout cas les plus... C'est une autre technique, une autre technologie. Des monuments coupés dans la pierre comme ça, on en retrouve partout sur la planète. Des fois, c'est même des montagnes entières, comme à Nazca au Pérou. Là, maintenant, regardez ça, en Bolivie, à Pumapunku, ces types de pierres-là, ils rentrent une dans l'autre. Il y a aussi le fait, qu'est-ce qui a détruit ces monuments-là? Ça semblait indestructible la façon que c'est bâti. C'est des haches en 3 dimensions qui rentrent une dans l'autre. Il y avait même un système d'agrafes en métal. Puis les Incas n'avaient pas la métallurgie, donc c'est pré-Inca, mais avec un système d'ancrage en métal. Ou un autre alliage, parce que ça l'a érodé avec le temps, mais il y avait un système d'ancrage. C'est une autre méthode complète, là. Je veux dire, c'est très ancien pour Pumapunku. Allons maintenant regarder du côté de la Chine. Ils sont très secrets sur leurs pyramides. On va aller voir ça ensemble. Connaissez-vous les pyramides en Chine? Il y a des centaines de pyramides. Ils ont été cachées longtemps, comme à Xi'an. Mais ces pyramides-là, ils ont ouvert seulement quelques-unes. Les autres, ils ont gardé fermées. Ils ont même demandé aux fermiers de faire pousser la culture dessus pour pas se faire achaler par les autres pays puis tout ça, les archéologues. Fait qu'ils cachaient les pyramides en faisant passer ça pour des montagnes. Mais il y a des pyramides, plusieurs tombeaux qui sont enterrés là avec des momies, dont une des momies qu'ils ont retrouvées vraiment étrange était vraiment conservées, qui ont pu faire des prises ADN, des prises, une autopsie dessus complète, comme si c'était un corps frais. Xinzui, la Tall Woman, aurait 2000 ans. Elle a encore la peau douce au toucher, ses propres cheveux et des ligaments qui plient encore comme une personne vivante. Plusieurs trouvailles inexplicables à ce jour ont été faites dans les tombeaux de Chine. L'armée des 8000 soldats de terre cuite, grandeur nature, qui étaient toutes peinturées de couleurs réalistes,
Mais en ouvrant les tombeaux, la peinture est disparue, aussitôt mélangée à l'air et la lumière. Un système de tuyauterie inexplicable, vieux de 150 000 ans. Plus on remonte à loin, les rois voyaient l'importance d'un tombeau imposant. Et puis la coût des vies des esclaves, tout ça engendré. Eux aussi, ils se faisaient enterrer avec leurs concubines. À mesure du temps, les gens, c'est comme s'ils s'adoucissaient envers le peuple dans le but de... Il n'y avait plus de but de faire construire des gros tombeaux comme ça, des pyramides, des affaires qui prenaient 30 ans à construire. Plus le temps avançait, et puis les tombeaux ils devenaient de plus en plus modestes, si on peut dire, creusés directement dans la montagne, éviter les surefforts, puis les dizaines de milliers de morts que ça causait. Des tombeaux creusés et des angles de mur avec une précision laser. Des techniques avancées de momification pour les préserver des millénaires. Une momie complètement comme d'un linceul composé de jade. D'ailleurs, le jade, je sais pas, mortuaire, il y avait un autre peuple qui se servait de ça. Là. Les Mayas. Le roi Pakal. Qui d'ailleurs, quand on regarde sa glyphe chevauchant un astronef, on dirait, ou une sorte de moto volante, vaisseau spatial, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais imagine vue d'un peuple primitif qui essaye de représenter ce qu'il voit, ça donnerait ça pas mal. Puis on dirait aussi roi Pakal avec un jetpack sur un autre glyphe. Mais oui, il y avait un don pour conserver les momies. Puis quand je disais les esclaves aussi, ça vient d'une autre vidéo, mais ils retrouvaient ça sur les esclaves. Il y en a qui c'était même fusionné quasiment dans leurs os. Là. Il y avait un système de menottes avec la barre dans le dos. Comme ça empêchait les esclaves de se sauver en courant debout. Ils étaient toujours forcés à marcher accroupis ou à genoux à cause de la barre de métal. Et les pyramides ont été transférées directement dans les montagnes. Des tombeaux après ça, puis il n'y a pas... Les gros monuments, c'est ça s'est effacé avec l'histoire du temps, si on peut dire. La vérité est là, cachée quelque part, et attend qu'on la trouve.